Donc on a l'AMRO, retour de nos 7 années d'expérience dans l'ETP. Bonjour à tous. Oui, donc je voulais. Voilà, on a engagé avec le centre de compétences de Bordeaux, on a engagé une démarche ETP il y a 7 ans, et donc je me proposais de faire un retour sur cette expérience sur une longue durée, donc qui a impliqué une centaine de participants, 70 patients et 30 accompagnants. Depuis 2018, il y a 10 groupes de patients qui ont participé à cette démarche ETP à raison de 2 par an, avec un petit bémol, une diminution lors de la période Covid, bien évidemment. Et on fonctionne avec deux jours par groupe ETP espacé d'1 mois. Donc chaque session est divisée en 2 avec 1 mois d'intervalle. Et les groupes, c'est des petits groupes de 6 à 8 personnes pour privilégier au maximum les échanges. Alors le mode de recrutement, c'est la consultation et l'hospitalisation au centre de compétences, en hôpital de jour. C'est les flyers qui sont mis à disposition. C'est l'association également en amont qui peut faire de la publicité entre guillemets auprès de ses adhérents pour les inciter, pour ceux que l'on sent un peu fragiles, pour les inciter à contacter le centre de compétences pour qu'ils fassent la démarche de demande d'ETP. J'ai signalé une chose qui me paraît importante, c'est la participation des accompagnants. Les saignements dès les épitaxis surviennent bien évidemment de manière impromptue, et le conjoint, la conjointe peut jouer un rôle majeur pour faire les bons gestes et rassurer dans des moments où certains patients paniquent à l'idée à se voir vider de leur sang. Et ça me paraît, on insiste lourdement auprès des radiosalaires pour que les conjoints, les conjointes s'associent à cette démarche. Alors les animateurs, bon, il y a le docteur Contis qui assure l'animation principale, une infirmière Sandrine Lebon et moi en tant que patient partenaire. On associe également des professionnels de santé sur des domaines bien spécifiques, notamment l'aspect ORL qui est majeur pour les radiosalaires, et le professeur de Gabory décrit les mécanismes et la surveillance nécessaire pour les fosses nasales. Il y a une diététicienne également qui intervient pour parler des aliments conseillés ou déconseillés par rapport à l'apport en fer, avec des outils comme des aliments factices. Et puis on termine les 2 jours par une séance de relaxation. Voilà. Alors c'est un type d'animation très interactif qui consiste à faire exprimer les représentations et les connaissances que chacun peut avoir donc sur chaque thème. Et à partir d'une question, on fait émerger les connaissances de chacun, et ça sert de socle pour l'atelier qui découle. Et on essaie de diviser chaque atelier en petits sous-groupes de 4 à 6 personnes pour favoriser au maximum l'interaction. Alors le rôle du patient partenaire, j'ai participé à la construction du programme avec l'équipe du centre de compétences de Bordeaux. Ce qu'on a déterminé, ce diagnostic-là, cet état des lieux, il a été fait avec le centre de compétences de Bordeaux, et ce qu'on a jugé, c'est que le rôle du patient partenaire est un rôle un petit peu intermédiaire, de médiateur entre le soignant et le soigné, et la parole du patient partenaire est d'autant plus crédible qu'il se situe justement au milieu et qu'il est également lui-même malade. Alors ce que j'essaie de faire, moi, c'est d'apporter des témoignages vécus, et notamment sur la gestion de l'urgence en cas d'hémorragie importante.
c'est d'apprendre à connaître les signaux pour ne pas aller aux urgences trop tard. C'est d'aider les urgentistes à mesurer l'importance d'une hémorragie. Je vous cite mon exemple personnel. Autrefois, quand je saignais je saignais dans une cuvette, ma femme changeait la cuvette régulièrement. Et je me suis aperçu qu'en arrivant aux urgences, il ne s'apercevait pas de l'importance de l'hémorragie et de la longueur. Donc maintenant, je saigne dans la même cuvette. Et quand aux urgences, ils voient 1 litre ou 1,5 litre de sang, ils prennent très vite. Voilà, ça paraît tout bête, mais c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être utiles. On insiste également sur l'attitude face aux urgentistes qui méconnaissent trop souvent notre pathologie. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit revenir pour toutes les maladies rares. Mais souvent dans les services d'urgence, ils sont très éloignés de la connaissance de la maladie, et notamment sur l'exigence de mettre des mèches résorbables dans le nez. Et j'emploie à dessein le mot exigence. C'est le rôle des malades parce que moi je me suis rendu compte, j'étais un client très fréquent des urgences, et très souvent les urgentistes ne connaissent pas la maladie et cette exigence. Également au niveau j'apporte également des outils dans la gestion du quotidien. Je pense notamment à l'application que l'association a développée, qui s'appelle l'application ROSE, rendue Osler suivi Epitaxis, et qui permet de cette application qui est sur tous les supports, synchronisés, tablettes, PC, smartphone. Ça permet de suivre de manière la plus objective possible l'évolution des hémorragies dans le temps, et pour donner non seulement au corps médical une vue objective, mais également au patient lui-même, de voir l'évolution, parce que très souvent, les patients ont du mal à évaluer l'importance de leurs hémorragies de manière la plus objective possible. Et puis également, il y a des petits trucs que je peux apporter, tels que avoir un humidificateur dans sa maison, aller vers la recherche de froid, une attitude vis-à-vis de son employeur ou de ses collègues. Bien souvent, les patients ne savent pas trop ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire à leur employeur. Alors, les retours que l'on a des patients au bout de ces 7 années, donc c'est fait à partir des verbatims qui ont été collectés à l'issue de chaque session. Les principaux points soulevés, c'est l'apport de connaissances. Ça, c'est le point majeur qui est soulevé. Les gens sont surpris de l'importance des connaissances qu'ils reçoivent au bout de ces 2 jours. Une meilleure compréhension de la prise en charge, notamment au niveau de la gestion des urgences. Alors beaucoup repartent avec l'intention de mieux se surveiller, notamment, par exemple, je cite au niveau de l'alimentation adaptée par rapport au fer, ou la nécessité de suivre régulièrement son hémoglobine ou son niveau de ferritine. Alors, la convivialité des ateliers facilite beaucoup ce passage d'informations. Donc, ce n'est pas du tout un cours magistral de médecine, c'est très interactif. Les échanges des patients sont très appréciés. Et puis, ce que le centre de compétences a soulevé à juste titre, c'est la continuité que ça crée entre l'hôpital de jour et l'ETP. Voilà, les bons retours que l'on a eus nous ont conduit à lancer l'an dernier, en juin dernier, une journée retrouvailles, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à tous ceux qui étaient venus, qui avaient participé à des sessions OTP, pour se retrouver et pour actualiser les connaissances et poursuivre ensemble le lieu d'échange qu'il y avait avec le centre de compétences. Voilà. Quelques conseils que je peux donner, c'est au maximum de laisser la parole s'exprimer, ça me paraît un point clé, d'élaborer, ça je l'avais déjà dit au cours d'une journée FAVA, c'est d'élaborer des programmes légers, ne pas vouloir trop charger la barque en voulant tout dire. 3 ateliers maximum nous semble être le maximum.
laisser de la respiration au programme, survoler des projets complexes comme la génétique qui... on se rend bien compte que des patients ont du mal à intégrer certains aspects de la génétique. Et laisser du temps pour les échanges sans soignants. Au début, par exemple, je déjeunais avec l'équipe de soignants et on a changé de fusil d'épaule pour un peu décontracter l'atmosphère. Et je déjeune avec eux, avec le plateau repas, et on s'est rendu compte que ça permettait d'améliorer l'échange, et le fait de se retrouver entre patients est important. Voilà. Ce que le centre de compétences soulève, c'est que l'offre ETP est plus acceptée si la proposition vient d'un médecin. On constate aussi, c'est la présence ça j'en ai parlé tout à l'heure, la présence d'une personne de l'entourage est fortement conseillée. Et puis, alors une remarque, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas la fin du slide, mais une remarque personnelle, c'est que moi je suis assez choqué de voir des personnes annuler leur présence, leur participation sur l'auteur avec de bonnes raisons. Hein. Alors, il paraît que ça fait partie des us et coutumes actuelles, mais enfin, moi, ça me choque par rapport au fait que les soignants sont déjà surbookés. Et donc, moi, j'ai suggéré au centre de compétences de faire du surbooking en jouant comme variable d'ajustement sur les retraités qui peuvent, on les annule. Mais je trouve choquant qu'il y ait trop souvent plus d'effectifs de soignants par rapport aux soignés. Ça me choque. Alors, je suis peut-être un vieux machin, mais ça me... Ok. Voilà. La dernière chose pour terminer, donc il y a Bordeaux, Lyon et Strasbourg qui ont des programmes ETP. Il y a des futurs programmes qui sont en gestation, d'après ce que j'ai compris. Montpellier, Angers, Caen et Thonon peut-être, d'après ce que m'a dit Antoine Parot. La compréhension des mécanismes de la maladie permet aux patients de démystifier certaines idées reçues et de mieux se suivre. Et c'est bien l'objectif de l'ETP, c'est de rendre le patient plus autonome et pour lui permettre de mieux vivre avec la maladie. Et donc face à ces bénéfices, une asso de patients comme l'AMRO ne peut qu'être incitatrice pour voir les programmes se développer. Et l'AMRO aidera dans la mesure de ses possibilités. Il y a déjà des personnes, je pense à Didier Erasme, qui est déjà candidat pour se former, pour être labellisé patient partenaire. Voilà, je vous remercie. Beaucoup. Merci beaucoup. On va passer directement au lymphœdème, les autres et moi, bilan des groupes de parole. Bonjour, je vais essayer de partager avec vous le retour d'expérience des groupes de parole qui ont été organisés conjointement par Fava Multi et l'association Vivre Mieux le lymphœdème. Ils ont débuté en septembre 2023. Il y a eu 7 séances de 1h30 avec des groupes de 6 à 8 personnes en distanciel et au national. Et ces groupes ont été co-animés par une des psychologues de Fava Multi et 2 bénévoles d'AVML. Bien sûr, c'était dédié aux patients avec lymphœdème primaire. Vous voyez ici les thèmes qui ont été abordés. 48 personnes ont été présentes dans 7 groupes de parole. Alors, qu'est-ce qu'on a pu en tirer? On sait que les patients qui sont atteints de lymphœdème vivent un état de mal-être complexe dont l'une des causes nous est apparue primordiale, c'est la perception négative de leur image corporelle. Et quel que soit le sujet de l'atelier, eh bien, c'était toujours cet item qui ressortait. En effet, les distorsions de l'image corporelle peuvent affecter la santé physique, psychologique, la prise en charge de la maladie, mais influencer également de façon très négative sur l'estime de soi, l'humeur, les compétences, le fonctionnement social et professionnel. Vous avez ici un nuage de mots avec tout ce qui a été dit pendant ces séances.
Dans les groupes de parole, les patients étaient mis en confiance et, se sachant écoutés, ont libéré la parole. Nous avons constaté qu'il manquait un manque de précision au sujet de l'image corporelle dans les questionnaires de qualité de vie. D'ailleurs, les publications sont rares pour les lymphédèmes secondaires, rarissimes pour les lymphédèmes primaires. J'ai trouvé un seul papier qui concernait 11 patients. Une seule question dans les échelles de qualité de vie en général interroge sur la perception de soi. Et les méthodes de mesure de l'image corporelle retrouvées dans les différents articles sont très hétérogènes et jusqu'à ce jour n'ont pas permis une méta-analyse. Nous constatons également un déficit de l'écoute des professionnels, mais pas que, aussi de l'entourage, d'où une augmentation importante des demandes de participer à ces groupes de parole. Mais il y a également un manque de bénévoles formés à l'écoute active, de psychologues. Et puis ensuite, un manque de moyens pour aider les patients. Alors notre suggestion serait de compléter le questionnaire de qualité de vie sur l'image corporelle en rajoutant plusieurs questions pour préciser cette notion et pas seulement une seule. Et ces échelles de qualité de vie devraient être appliquées non seulement aux adultes, mais également aux enfants et aux adolescents dans le but de connaître tous les ressentis et vécus, de façon à pouvoir dépister un trouble psychiatrique grave, une dépression, un syndrome post-traumatique, parce qu'on sait qu'il y a quelques suicides. Savoir aussi évaluer cette image impactée sur le retentissement de la prise en charge. Alors évidemment, nous avons quelques propositions de projets, des ressources à développer. Donc tout d'abord, multiplier le groupe de parole, orienter les patients en difficulté psychologique vers un professionnel spécialisé, tester et valider d'autres solutions pour que toutes les personnes puissent s'exprimer et être entendues. Alors ça peut être des choses aussi variées que des cafés-rencontres, des lieux d'écoute de l'association, des ateliers d'écriture, d'art-thérapie, de dramathérapie, de sophrologie et autres. Proposer une activité physique adaptée, parce que maintenant on connaît les bienfaits de celle-ci. Et enfin, agir et mettre en commun nos interrogations, réflexions et compétences avec les autres associations de maladies vasculaires rares déformantes. En conclusion, l'acceptation de son image corporelle permettrait sans doute aux patients de mieux vivre leur maladie. Les groupes de parole ont leurs limites et il est nécessaire d'utiliser d'autres outils, mais ceux-ci doivent faire l'objet de recherches, d'évaluations par les professionnels de santé, mais aussi les associations, ainsi que les chercheurs en sciences humaines et sociales. Merci beaucoup. Bravo pour le timing et pour le reste et pour l'efficacité. Je ne sais pas si les psychologues veulent dire un mot. Non ? Non ? Ok, bon, bah alors on passe à la dernière de la matinée, hein, puisqu'il y aura 2 associations cet après-midi, qui est Marfan, Bougeons, Vivons Mieux, l'avancée de notre fil rouge et point sur le symposium du 5 avril 2024. Je vais être plus efficace que le titre. Du coup, c'est pour vous présenter les 2 grosses actions qu'on a menées cette année. Le premier, c'est notre fil rouge qu'on a prévu de faire sur plusieurs années, Bougeons, Vivons Mieux. Donc ça s'inscrit dans toutes les recherches aussi que vous avez fait vous sur l'activité physique et tout ça. Et donc on prend le relais et on fait des actions de communication, on envoie des newsletters bimensuel si je dis pas de bêtises. Et puis le gros du projet là, c'est de faire des vidéos. Alors c'est un grand chat maigre.
qui s'appelle Bou et qui va donner des conseils à destination des enfants. Voilà, donc c'est en cours, on a déjà des petits bouts et le scénario a été écrit, si je ne dis pas de bêtises, avec une APA de Toulouse. Hop là. Donc ça, c'est en cours. On n'est pas peu fiers pour l'organisation de notre symposium européen, rien que ça. Du coup, c'était le 5 avril. On a réuni, je ne sais plus combien ça faisait de personnes au total, mais l'idée, c'était un appel à projet avec une volonté de soutenir, de pouvoir choisir un projet ou plusieurs projets derrière pour soutenir et aider à financer. Dans l'idée d'essayer de trouver, aider à trouver des traitements ou quelque chose qui s'en rapproche pour minimiser l'apparition des symptômes. Et donc tout ça s'est super bien passé et on a eu 16 projets, 4 pays qui étaient présents. Le choix des projets là, qui sont retenus, on est en délibération, on a un comité scientifique, c'est très 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 sérieux. Et les projets, donc il y avait des propositions jusqu'à, si on cumule tout, ça faisait 6,5 millions, donc on ne pourra pas tout faire. Mais voilà, on est en train de travailler sur les décisions. Bonjour, donc je m'appelle donc Claire Guerrier. Je vous remercie de me permettre de présenter cette nouvelle association VEDS France, qui est une association sur les syndromes d'Ehlers-Danlos vasculaire. Alors on a différencié, volontairement mis le V devant pour différencier les syndromes d'Ehlers-Danlos vasculaires des syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaires. Et puis donc France pour aussi pouvoir nous associer aux autres associations francophones et aussi communiquer avec les associations américaines et anglaises. Alors, VEDS France est donc une association dédiée aux patients et aux familles atteintes de SED vasculaire. On insiste aussi pour essayer de regrouper les familles au sein de cette association. Qui sommes-nous ? Tout d'abord, c'est à l'initiative du professeur Jandot et du professeur Miro qui nous ont sollicités pour essayer de monter cette association au travers d'un mailing qui a été envoyé à 205 aux patients atteints de syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Il y a environ 250 patients qui ont répondu et puis 50 patients qui ont accepté une première réunion en visio. Et c'est comme ça qu'on a pu présenter ce qu'on avait envie de faire. Nous sommes une entité, on n'est pas une association, en fait on est une entité dépendante de l'AFSED, statutairement, mais on est autonome complètement dans la gestion. Nous sommes deux, Marie-Christine Marchal, qui est une patiente partenaire qui habite dans l'Est de la France, et moi-même. Et puis, un autre groupe de 6 patientes, ça c'était très important, qu'on ne reste pas à 2, de 6 patientes qu'on appelle les forces vives. Elles sont motivées, chacune et chacun dans leur domaine, et ça c'est très important, et pour nous c'est vraiment un espoir pour que l'association puisse être pérenne et avancer. Alors, 3 missions principales, c'est d'abord faire connaître la maladie, diffuser l'information. Notre site internet vient d'être ouvert, il n'est pas encore complètement rempli, mais ça ne saurait tarder. Sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, on commence à communiquer. On a mis une affiche qu'on aimerait bien vous faire partager pour que vous puissiez la diffuser dans vos salles de consultation, la donner à vos patients. Donc je vous propose de vous envoyer, M. Miro proposait aussi, et M. Jandot de les diffuser. Et enfin, une newsletter. On avait déjà fait 2 newsletters. Maintenant qu'on avance un petit peu, on va les faire de manière un peu plus régulière.
L'autre mission, c'est bien sûr rassembler et soutenir les patients et leurs familles. L'idée, c'est d'avoir une communauté de patients pour avoir de la force, être représentatif pour tout ce qui concerne la maladie, la recherche, le soutien. On a une cellule d'accueil et d'écoute qui se met en place. Avec Marie-Christine, on co-anime les groupes de parole que propose Fava Multi, et c'est Agathe Baudrier qui anime nos groupes de parole, et on va bientôt avoir une 3e patiente qui va faire ces groupes de parole. Il y a une patiente qui anime aussi les ETP avec Christophe Ceinturier. Et puis enfin, on a une messagerie. Si les patients veulent nous contacter, nous laisser une demande, c'est toujours possible. Maintenant qu'on a le site, on va pouvoir regarder tout ça. Bien sûr, aider la recherche. Il y a une grosse demande de la part des patients pour diffuser l'info, pour être au courant des études. Les participations au congrès, on va être suffisamment nombreux pour pouvoir se partager les congrès. Stimuler les patientes pour participer aux études lorsqu'elles vont être proposées. Et puis, une des autres choses, c'est récolter des fonds pour aider la recherche. Dès qu'on sera prêt, on va monter des actions, quelles qu'elles soient, de crowdfunding pour récolter les fonds, parce que c'est vraiment hyper important. On a aussi, dans notre association, je ne vous l'ai pas dit, on a un médecin du travail. Et puis, on a l'aide d'un assureur indépendant qui se propose de répondre aux patients sur leurs souhaits d'assurance par rapport à leur maladie et de les aider, grâce à M. Miro. Voilà, notre site internet, comme vous le voyez, est en cours de construction. Vous pouvez le consulter. Il sera terminé, je pense, fin juillet. On aura rempli les différents items. Et puis donc, la messagerie contact@vetsfrance.com. Je vous soumets notre affiche qu'on voudrait diffuser dans les salles de consultation, bien sûr des centres de compétences, mais aussi de médecine vasculaire, de chirurgie vasculaire, les médecins généralistes. Voilà, donc je fais appel à votre bon vouloir pour diffuser ces affiches. En tout cas, je suis à votre disposition pour vous les envoyer. Alors, c'est un joli projet. C'est clair que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de réponses sur le nombre d'adhérents. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on avance. Comment faire pour que les patientes adhèrent? Au départ, moi, j'avais été très incisive en disant adhérez et aidez-nous. Maintenant, je dis adhérez pour qu'on soit une vraie communauté de patients, et puis le reste viendra sans doute. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore acquis. Si vous pouvez également faire passer le message auprès de vos patients, je vous remercie par avance. Voilà.